nous avons eu le plaisir d'accueillir le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, qui, pour une fois supplémentaire, a tenu à venir et nous apporter son soutien fraternel. Alors, notre prochain intervenant est un habitué, voilà, puisqu'il vient régulièrement à la Ligue. C'est Alexandre Juvin-Brunet, que vous connaissez, il était déjà parmi nous l'an dernier. Donc ce qui le caractérise, c'est son éclectisme, puisque au départ, il est passé par des écoles militaires, dans le Britannique militaire, et puis de la Flèche, et puis l'école de Saint-Cyr. Il a été officier de gendarmerie avant de suivre des études supérieures d'économie et de commerce. Il est diplômé de l'ESSEC et il est devenu chef d'entreprise. Par la suite, eh bien, il se lance donc en politique, essayiste. Il est fondateur du parti politique Le Peuple de France, dont vous avez le stand à l'extérieur et les publications. Voilà, Alexandre s'est distingué par ses prises de position contre la politique anti-Covid du gouvernement et surtout, il a dénoncé les agissements belliqueux de l'OTAN qui ont mené effectivement au conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Bon, son combat pour défendre notre civilisation justifie pleinement sa présence parmi nous aujourd'hui et je vous demande de l'applaudir. Alors, écoutez, je vais rester debout parce que mon propos ne sera pas martial, mais il sera, on va dire... Je vais essayer de tourner vers l'action. Je vais essayer. Ce n'est pas simple dans un pays qui est, non pas qui a abandonné l'idée de l'action, mais qui est un pays, devrais-je dire une nation, devrais-je dire une civilisation, qui accuse ou qui fait la démonstration de ces 16 siècles d'histoire. Et en 16 siècles d'histoire, eh bien, parfois on peut rester assoupi, à contempler ses gloires perdues. On peut. On peut aussi subir les entreprises subversives, les entreprises d'infiltration, les entreprises de sabotage, et les entreprises à la fin de démolition et de dislocation de ce que nous sommes, parce que nous avons été aussi assoupis. Et on nous a placés dans un état de sommeil qui nous empêche de nous lever, de faire face. Parce que nous sommes aujourd'hui pétris de matérialisme. Nous sommes plongés dans une matière qui, malheureusement, nous a endormis, nous a ramollis et nous a détournés de notre essence fondamentale. Nous ne sommes pas que matière, nous sommes faits aussi d'esprit. Et au commencement était le Verbe. Et le Verbe se fit chair ensuite. Ce qui veut dire que la matière n'est pas le principe premier, la matière est le principe secondaire, ultérieur au Verbe, à l'esprit. Donc si l'on veut un jour penser, ou du moins repenser la France, il faut que l'on pense aussi en termes d'esprit. Quel est l'esprit français? Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Et vous allez me dire, c'est encore un jeu spéculatif, oratoire, je vais encore vous perdre et vous faire perdre votre temps précieux, parce que le temps devient précieux aujourd'hui, à vous parler de l'esprit, ce qui est très loin des nécessités, on va dire, préparatoires, opérationnelles qu'il nous faudrait demain pour faire face à des situations d'urgence. Et pourtant, demain, dans la situation d'urgence, vous aurez plus que besoin d'esprit. Ce sera incontournable. Ce sera incontournable tout d'abord pour vous lever, pour comprendre. Je fais référence par exemple à Saint-Bernard de Clairvaux, que vous connaissez très probablement. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a notamment été le patron, l'initiateur des Templiers. C'est lui qui les a créés. Saint-Bernard de Clairvaux disait « Je crois, et donc je sais. C'est parce que je sais,
Je crois en lui, donc je sais. Et pas le contraire. Je crois pour savoir. Je ne m'intéresse pas à la connaissance pour croire. Tout part du principe d'esprit. Et les plus grandes œuvres et les épreuves que vous subirez demain, vous les affronterez avec cet esprit en vous ou pas. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai pas grand temps pour vous en parler, j'ai quelques dizaines de minutes. C'est parce que nous avons été environ depuis 2 siècles et demi les plonger dans une période dont nous sommes et dont nos bisaïeux, nos trisaïeux en sont aussi les responsables, mais nous en sommes aujourd'hui, nous les responsables de cette situation. Nous avons été plongés dans un système où prédomine la matière et où le souverain bien n'est plus l'esprit, le souverain bien est non pas le Christ, non pas le Dieu fait homme ou fils de Dieu, mais le fils du diable. Mammon, l'argent, la clé de contrôle. Depuis 2 siècles et demi, nous sommes piégés dans ce nouveau paradigme inversé. Et quand je vous parlais de tentative de subversion, d'infiltration et ensuite de sabotage, c'est que au XVIIIe siècle, personne n'aurait parié sur le fait que la France, première puissance mondiale à l'époque, puisse quelques dizaines d'années plus tard tomber aussi bas. Personne. Nous étions la langue du monde, nous étions la diplomatie, nous étions sur toutes les mers, sur tous les continents, et nous étions en passe, nous étions sur le point de propager le modèle français partout sur Terre. Or, comme le rappelle Paul-Marie Couteau, avec la défaite de la France, c'est tout l'arc latin qui a commencé à subir défaite sur défaite, puis périr, puis se recroqueviller face à l'arc que certains appellent l'arc protestant, qui fait une part belle à la matière, qui fait une part belle à l'argent, qui fait une part belle à la fin à Mammon. Et aujourd'hui, mon propos n'est pas pour ou contre les catholiques, pour ou contre les protestants, pour ou contre les francs-maçons, pour ou contre... Je n'ai pas de propos pour ou contre, j'essaie juste de tenir un propos pour la France. Parce que nous sommes encore une belle civilisation. Nous avons 16 siècles d'histoire qui sont là, ils nous contemplent, et parfois ce sont ces vestiges de ces siècles qui nous contemplent. De quoi sommes-nous dignes? Monsieur intervient tout à l'heure, il est parti, en disant nos anciens se sont levés, ils ont brandi le glaive, et ils se sont battus. Oui, il a raison. Mais à chaque époque, ses conditions de combat, à chaque époque son combat, à chaque époque ses corollaires de ce combat. Si je vous parle d'action aujourd'hui, et j'ai commencé mon propos en vous parlant d'esprit, c'est parce que je n'aurais pas imaginé être devant vous aujourd'hui, ni tenir ces propos, ni tenir ces projets, si, je vais parler de la patrouille divine, Dieu et sa patrouille, ne m'avaient pas rattrapé il y a 4 ans. J'étais un homme parfaitement pétri, piégé et perdu dans ce qu'on appelle le matérialisme contemporain. J'ai grandi dans une cité, du sud de la France, dans une famille qui ne pratiquait pas, qui m'a péniblement appris à prier, et qui m'a ensuite simplement, et c'est déjà une grande chose que je leur reconnais et pour lesquelles je le remercie, m'ont appris que le travail c'est bien, le mérite c'est bien. Et c'est tout ce qui nous restait en fait encore à cette époque, la méritocratie, le travail. Mais même ça, même ce mérite, même ce travail a disparu. Et aujourd'hui on va se retrouver dans une situation des plus délétères, des plus difficiles. Et j'en parle parfois à certaines jeunes générations qui m'entourent, parce que je n'ai que 43 ans, donc il y a des jeunes gens qui ont la vingtaine d'années, et je leur dis, jadis on a été des croisés, jadis on est toujours un peuple de guerriers, mais vous êtes des ninjas. Et là ils disent, de quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous appelez ninja?
Alors, je n'ai pas envie de m'y prêter aujourd'hui, c'est un anglicisme, mais ça correspond à cette génération qui n'a pas de revenus, no income, qui n'a pas de travail, no job, et qui n'a pas d'actifs, no assets. Ce sont des ninjas. C'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs aux États-Unis. Ces jeunes gens, je pense, ne vont pas bénéficier de ce dont nous avons, de ce que j'ai, disons des restes, de ce que j'ai pu capitaliser de cette France. Qu'est-ce qu'il en reste de cette France? Qu'est-ce qu'il en reste? 3300 milliards de dettes anciens. Certains me diraient, il en reste une idée. Ouais. J'ai envie de vous dire laquelle. L'idée révolutionnaire ou l'idée de l'ordre ancien. Peut-on faire conjuguer les deux? On a tourné le dos à l'ordre ancien il y a 2 siècles et demi. On a tourné le dos à Dieu. On a tourné le dos aux ordres primordiaux. On a tourné le dos aux corporations. Et on a tous été livrés, en fait, à ce grand marché, à ce grand univers sans Dieu, où c'est vous les dieux. Vous êtes les dieux de vous-même. Et on vous fait miroiter que c'est du spirituel, c'est de l'esprit, mais on ne vous rappelle même pas que nous ne sommes pas capables de créer la moindre cellule ici-bas. On n'est pas capable de créer la moindre cellule ici-bas. C'est encore mystérieux la vie, comme la foi, d'ailleurs. Mais je m'éloigne. Et je suis rouillé d'ailleurs. Et je m'en excuse. Si je vous parle d'action, c'est parce que nous sommes une société qui, comme je vous le disais au démarrage, a été assoupie dans le matérialisme et qui va s'en réveiller péniblement et avec violence. Ça va être très dur. C'est comme si on vous arrachait un sparadrap sur une ancienne plaie. De vieilles plaies vont se réouvrir. Auparavant, nous étions une société relativement composite. Le français était catholique. Et c'était consubstantiel. De force, de gré ou de force, mais nous étions, l'inconvénient c'est que ça vous forçait un petit peu, l'avantage c'est que c'était composite. Maintenant, nous sommes gentiment, et avec douceur, et avec gentillesse, disloqués, dispersés, atomisés. Et nous ne sommes plus capables de trouver le moindre lien fort, justement, un lien fort, qui puisse nous unir aujourd'hui pour faire face à l'adversité. C'est ça le problème. Est-ce que le lien fort, ça va être de dire moi je suis culturiste, ou moi j'achète mes produits sur Amazon, ou moi je suis fan de Burger King, McDonald's? C'est ça un lien fort? Bien sûr que non. Est-ce qu'un lien fort, ça va être de dire j'ai tel et tel hobby le week-end, je suis chasseur, pêcheur, je ne sais quoi? Est-ce que c'est un lien fort? C'est un lien, oui, c'est un lien social, sociétal, mais est-ce que c'est un lien suffisant pour ensuite partir un jour sur les chemins du combat et affronter l'adversité ensemble? J'en doute. J'en doute. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis le témoin, comme vous tous, et la victime, comme vous tous, de forces qui sont hégémoniques. De forces dont parfois on sous-estime encore la puissance. Qui ont travaillé sur des siècles entiers à instiller la première division, qui sera ensuite une somme de divisions, pour que du bloc, du rocher, on ait face à du sable. Donc nous sommes les grains, nous sommes les particules élémentaires, nous sommes les grains de sable, nous sommes les gouttes. Et donc on va devoir repartir de cet état corpusculaire, de particules élémentaires, où on est tous des grains de sable, des gouttes, et il va falloir se réagglomérer. Parce que si demain vous voulez abattre la digue en béton d'un port, ou un barrage, ou je ne sais quoi, en étant une goutte, vous n'arriverez à rien.
Par contre, ce sont des millions de gouttes coagulées en colère qui arrivent à fracasser les plus grandes défenses en béton. Et ces gouttes, c'est vous en fait. L'espace n'a pas changé. Ce sont toujours des gouttes d'eau et des grains de sable, sauf qu'ils ont trouvé un principe unificateur qui leur permet de coaguler et de rester coagulés et puissants face à quelque chose qui leur résiste. Donc moi, je ne viens pas aujourd'hui pour vous asséner des vérités, loin de moi cette idée, c'est plutôt pour, disons, vous partager mes questions et vous partager mes constats. Je pense que nous sommes ces gouttes et ces grains élémentaires, et je pense que nous allons devoir trouver en urgence, peut-on le faire rapidement ou facilement, je ne sais pas, mais il faut que nous le fassions. Nous devons retrouver les méthodes pour nous réagglomérer et créer des noyaux durs. Et il faut aller parfois à l'encontre j'ai pas envie de dire des contre-vérités, mais des vrais mensonges qu'on nous assène au quotidien. Par exemple, mensonge numéro 34, l'union fait la force. Oui, c'est vrai, mais c'est l'étape numéro 2. Les gens oublient l'étape numéro 1, qui consiste à dire la force fait l'union, et une fois qu'on a fait l'union, l'union à son tour fait la force, et ainsi de suite, et on a engagé un cycle. Donc il faut des points zéro. Il faut des volontés. Il faut des personnes qui se disent « je veux être cette force ». Homme ou femme, ancien ou jeune, peu importe, je veux, j'aspire et j'assume. J'assume d'être cette force. Et souvent, c'est un principe presque magnétique, presque stellaire, cosmologique. Quand vous avez un point de densité quelque part, il a tendance à agréger autour de lui d'autres particules qui viennent ensuite s'y agréger. C'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Mais vous devez le décider, l'assumer et parfois même le préparer. Ding, 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 ding. Sympa. Bref. Ça, c'est ce en quoi je crois profondément. J'ai constaté comme vous les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas en fait. Alors déjà, il faut sortir aussi d'autres mensonges. Je vous parlais de la litanie des mensonges, il y en a beaucoup. Mensonge numéro 1, la République c'est la France. Mensonge numéro 1, c'est la France qui a enfanté la République. Et c'est un régime transitoire qui demain pourrait disparaître. Je n'en serai pas le bourreau, je n'en serai pas le défendeur, ce n'est qu'un régime transitoire. Et on ne peut pas réduire l'histoire française à 234 ans. C'est pas possible. Par contre, on peut en tirer le meilleur, en expurger le vice, en expurger le mal, pour peut-être le conjuguer à ce qui était bon jadis aussi. On n'est pas obligé de tourner le dos à tout non plus. Il y a peut-être eu des expériences heureuses dans cette République. Moi, la République aristotélicienne, ça ne me dérange pas. La République d'Aristote. La République franc-maçonne, un peu plus. On se comprend. Voilà. J'ai été franc-maçon pendant 7 ans. 7 années. J'ai été à la Grande Loge nationale de France, GNF. J'y suis rentré parce que je cherchais Dieu. Je ne l'ai pas trouvé. Donc j'en suis sorti, naturellement. Et 2 ans plus tard ensuite, la patrouille divine m'a rattrapé. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu catholique en fait. Mais je l'avais pas été. Donc je comprends aujourd'hui l'état parfois de désolation et d'isolement de personnes qui se disent mais moi je n'aspire pas à avoir une religion que ce soit, j'ai ma spiritualité là-dessus. Je le comprends tout à fait et j'ai été dans cette situation-là. Je le comprends tout à fait. Mais je vais vous faire petite confession. Il y avait la confession du matin, on est dimanche. Là, je vais vous faire une confession publique. Je ne pourrais pas faire ce que je fais actuellement si je n'étais pas à son service. Ça me serait impossible. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop éprouvant.
l'humain est trop dégoûtant certains jours, pour ne pas en fait trouver la ressource, la foi, l'exemple et l'amour nécessaires pour, encore une fois, remettre le même travail sur le métier et continuer. Je ne pourrais pas. Donc c'est ma foi qui me permet de tenir. C'est ma foi qui m'a permis de tenir en prison. C'est ma foi qui m'a permis de tenir en sortant de prison. C'est ma foi qui m'a permis de relancer des projets ensuite et de retrouver les énergies nécessaires pour accoucher d'un projet à son service à lui. Je parle du Christ roi. Évidemment. Vous faites passer le prédicateur. J'en suis désolé. J'en suis désolé. Je ne vous fais que vous livrer mon expérience sincère et véritable. Et pourtant, ça ne m'empêche pas d'avoir ma force physique, ça ne m'empêche pas d'avoir mon cœur de sportif de haut niveau, ça ne m'empêche pas d'être passé par Saint-Cyr, par l'essai et compagnie, d'avoir une grosse tronche comme ça. Ça n'empêche pas d'être généreux, d'avoir du cœur. D'accord? Ça ne suffit pas. Par rapport à l'immensité de l'œuvre qui nous fait face, ça ne suffit pas. Et j'en suis convaincu. Et c'est cette conviction que je voulais déjà vous partager aujourd'hui. Et je vais finir sur quelque chose. On peut encore en parler une demi-heure, mais je ne veux pas non plus abuser du temps et de votre temps. Les forces hégémoniques qui ont décidé d'en finir avec notre civilisation, elles ont avant tout décidé d'en finir avec une certaine idée de la civilisation que représente notamment la France. Vous allez dire, je mets encore le couvert, il va parler de civilisation chrétienne. Paf! Eh ben oui, parce que tout est religieux. Tout est religieux. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il est passé ici-bas sur Terre, qui nous a montré une voie d'émancipation sans pour autant nous contraindre. Il y avait quand même des lois, des règles bien sûr, mais une voie d'émancipation qui disait « vous n'êtes pas esclave, vous n'avez pas à être esclave ici-bas, vous n'avez pas à sacrifier autrui sur l'autel de l'argent, sur l'autel du pouvoir, sur l'autel de la guerre, sur l'autel du contrôle, sur l'autel de quoi que ce soit, vous n'avez pas à le faire. C'est contraire aux lois de Dieu. » Et pour ça, il a été pourchassé, interpellé, exécuté. Parce qu'il allait à l'encontre de règles qui prévalent toujours aujourd'hui. Vous sentez-vous libre? Nous ne le sommes pas. Nous sommes encore des esclaves modernes. Donc il y a de l'esclavage. Il y a aussi de la régression anthropologique. La régression anthropologique. Abraham nous avait fait passer à autre chose. Le Christ nous avait fait passer à autre chose, un troisième cycle. Le premier cycle, qui était pré-abrahamique, on sacrifiait des humains sur l'autel des dieux. Comme aujourd'hui, on sacrifie des humains sur l'autel de l'argent, sur l'autel de la guerre. Donc il y a une régression pré-abrahamique. Le veau d'or, bien sûr, le veau d'or. Deuxième étape. Bon, du coup, on ne va pas sacrifier les humains, on va se mettre juste à sacrifier les animaux. C'est moins pire. Ok. Puis il est arrivé et dit, mais c'est pas non plus nécessaire. Et pour autant, on n'a jamais sacrifié autant d'animaux dans l'industrie agroalimentaire, en plus pour fournir des bataillons de restaurants qui distribuent de la malbouffe à longueur de journée. Donc on est dans la peine, la souffrance omniprésente. On y est toujours en fait. Maintenant vous allez me dire, qu'est-ce que vous proposez pour en sortir? Mais moi je ne propose rien. Tout a déjà été dit il y a 2000 ans. Vous ne pensez pas que c'est le Nouveau Testament qui nous a désarmés? Ah, je vais répondre à cette question ensuite. On peut peut-être... Excusez-moi. Non, pas de problème, pas de problème. Alexandre, si, franchement, c'est pas grave. Voilà, non, parce qu'on va passer. Ça fait partie de l'exercice. Je le finis sans une Voilà, phrase. une fois qu'Alexandre a terminé, je fais passer le micro. Je vais vous dire en une phrase, d'accord? Voilà.
on est dans le 3e cycle. Ok, 3e cycle, avec retard. L'ère chrétienne a démarré il y a 2000 ans. Elle a été freinée, elle a été contournée, elle a été infiltrée et subvertie. Donc elle a du mal à s'exprimer telle qu'elle devrait être. D'accord ? Dans cette ère chrétienne, c'est la France qui a tenu une place particulière. Elle a tenu une des premières places. Et c'est ça qui l'a fait d'ailleurs rayonner dans le monde entier. Et qui continue à la faire rayonner. Parce que est-ce que vous pensez que les gens prennent un avion pour aller voir le Burger King de Sarcelles? Non. Ni la mairie de Paris. Ils vont voir Notre-Dame en premier. Ils vont voir où jadis, d'ailleurs, Jeanne d'Arc avait été brûlée. À Rouen. Le cathédrale est magnifique. La dentelle, c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'ils se déplacent. C'est pour la France, non pas séculaire, mais la France millénaire. Donc, interrogez-vous juste, qu'est-ce qui a fondé jadis cette France millénaire? Le culte, puis la culture. Avec un syncrétisme aussi, progressif. Ça s'est syncrétisé avec les cultures qui étaient déjà ici, et ça a créé quelque chose, mais sans pour autant chasser ce qui était mauvais. On a chassé ce qui était mauvais, on n'a pas chassé ce qui était bon. On a conservé ce qui était bon. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le désert. Vous n'avez pas répondu Bah, sur le désert. j'ai arrêté de parler. Maintenant, on... Oui, Allez, on lance le débat. Allez, on lance le débat. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est pas vous de le dire. Mais, J'ai pas fait le séminaire. oui, non, mais vous me faites penser, comme j'ai dit tout à l'heure, à un prédicateur protestant. Protestant? Oui, parce que ceux qui font ça. Là, je finis vite. Je vais arracher mon pupitre. Non, mais le Nouveau Testament a désarmé la civilisation européenne. Deuxième question, le christianisme est arrivé en Europe. Attendez, une question après l'autre. J'ai un esprit de poisson rouge. Une après l'autre, d'accord? Donc, le Nouveau Testament a-t-il désarmé la chrétienté? Non. Bah, allez dire ça au croisé. Je vous rappelle... Non, je parle du texte. Je parle du texte. Oui. Ah, Je ne parle pas des hommes et de leurs actions. Parce qu'on en mais peut dire sur les les chrétiens. hommes et leurs actions, inspirées notamment par le Nouveau Testament, ont été loin d'être désarmés. Le désarmement est très récent. Il est contemporain. Non, Mais si. la contre-réforme. Oui, il est récent. Je veux dire, si on parle de 496 jusqu'à maintenant, oui, la contre-réforme, c'était 1200 ans plus tard. 1200 ans plus tard. Mais il y a quand même eu 1200 ans de chrétienté française. D'accord? Et ces 1200 ans, il y a eu un paquet de croisades. Donc là, ils le levaient, le glaive. Ils y allaient. Des arrière-pensées économiques et politiques. Je suis en train de déclencher l'hystérie collective. La noblesse française, au nom de la France. Attendez, une après l'autre. Non, mais il y a aussi le siège, le sac de Constantinople, c'est les croisés qui. Vous savez, Ils ont détruit l'Empire byzantin. vous savez, il y a un constat que je ne vous ai pas livré tout à l'heure, et qui nous pend en nez, parce qu'ici on a été invité par la Ligue du Midi, qui parle de tribus gauloises. Hein? Vous voyez de quoi je vais parler? Je vais parler de quoi, à votre avis? De la discipline. C'est la fureur dans le combat, mais c'est l'indiscipline. On n'est pas foutus, nous Français. C'est ce qui fonde d'ailleurs la France en tant que pays libre. Parce que c'est parce que on se dit je suis un homme libre ou une femme libre, je veux poser ma question et couper la parole. Vous voyez? Parce que je suis un homme libre. Mais le problème, c'est ce champ de bataille. Quand je suis un homme libre, je pars tout seul avec mon glaive, et ben, fin de l'opération, Filex. On a perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais répondre à monsieur. Je ne pense pas que le Nouveau Testament ait désarmé, notamment la chevalerie française. Je pense que c'est à partir de la réforme, effectivement, du XVIe, XVIIe siècle, on s'est éloigné de la noblesse d'épée. On a été dans la noblesse de robe. Puis maintenant, on est dans la noblesse financière. C'est ce que je veux dire. On est très loin, en fait, de donner son sang pour la France. De donner son sang pour l'autre. Je pense,
et cette question, merci de me l'avoir posée, je pense qu'on va revenir violemment à ce qui a fondé ce pays et cette civilisation. C'est-à-dire qu'on va devoir revenir, on a fait toute une odyssée en fait, tout un cycle, et on va revenir presque à un point zéro. On va devoir revenir aux fondamentaux. La noblesse, c'est accepter cette générosité d'offrir son sang pour l'autre, dans le combat. Et on va y revenir. C'était ça les nobles. C'était pas juste le sac de Constantinople, pas que ça non plus. Hein. Il donnait son sang pour les autres, pendant que les paysans, qui n'étaient pas les esclaves qu'on dépeint dans les manuels républicains, c'est pas ça, hein, d'accord? Pendant que justement les paysans, eux, restaient chez eux, loin de la guerre. Ils étaient protégés par les seigneurs. Ce qu'on appelait les bellatores. Les bellatores, les laboratores, et aujourd'hui, avec mon micro, l'oratores. Voilà. Alexandre, Ouais. on a une question ici, donc on va recentrer un petit peu l'échange. Ok. Voilà, je vous laisse. Bonjour, donc Ingrid. Je vous remercie. Alexandre. Merci. Je vous découvre à peu près, j'avais entendu parler de vous, mais je n'avais jamais assisté. Favorablement ou pas? De loin, de loin. Et par contre, moi, Comme Alain. vous faites penser à Jérôme Kirguiev, qui lui a fait partie du système de la société Ah oui, d'accord. voilà, qui est tombé très bas et qui a remonté par la foi. C'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai. Donc il a fait son chemin de foi, tout ça. Bon. Moi, ma question est la suivante. Je pense que c'est imminent et qu'il va y avoir une chute de je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Vous avez la foi, donc vous allez certainement guidé par tout ça. Je pense que ça va tomber incessamment sous peu. Il y a l'identité numérique qui arrive, il y a la monnaie numérique qui arrive en octobre. Madame Lagarde avait me dit qu'il fallait qu'on ait 70 € chacun dans notre porte-monnaie. C'est beaucoup trop. Non, mais si on arrive à se détacher de tout ça, on n'en aura même pas besoin. Moi, je voulais savoir quelle est votre vision de ce qu'il faudra faire après, comment vous envisagez les choses, et si justement vous êtes connecté avec des choses dont nous ne serions pas connectés, comment vous voyez l'avenir avec tout ça, et quelles sont les choses, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on se rassemble, qu'il y ait un conglomérat, tout ça, comment vous voyez la suite des événements et l'organisation de tout ça derrière? Elle est claire, ma question? Elle est claire et très ouverte. Oui, je sais. Très ouverte. Je pourrais redisserter pendant 3 heures. La coagulation peut se faire par les vertus. La coagulation nécessaire peut se faire par les vertus. Sur le frontispice des cathédrales, il y avait à gauche les vices, à droite les vertus. Déjà, si on n'observe que ça, sans parler des évangiles, sans parler de Dieu, sans parler du Christ, si vous ne le souhaitez pas, c'est déjà pas mal pour démarrer. Mais les vertus sincères, hein, se parler en vérité, ne pas être lâche, être courageux, ne pas être orgueilleux, être humble, et toutes ces vertus-là. Mais autant faut-il qu'on les connaisse et qu'on les applique ensuite. Maintenant, pour venir sur la période dans laquelle nous entrons, vous le savez, ça devrait être le point d'ordre de leur plan qui concoctent de façon très fine depuis des siècles pour vraiment mettre en couple, régler l'humanité et qu'elle ne puisse plus en sortir. Voilà. On y arrive. Donc, déjà le mois d'octobre devrait être intéressant parce qu'on verra si, je peux parler de prophétie et de ce dont je vous ai parlé il y a 3 ans. L'initiative du franc libre, c'était il y a 3 ans pour commencer à se préparer en fait, à 2025. Et puis après, bon, j'étais conspué, différentes choses, bon, bref. Mais c'est là. Et je pense que l'euro numérique n'est pas encore là, parce qu'il y a en fait des tensions internes dans l'oligarchie, et il y a des jeux de pouvoir, parce que techniquement c'est facile à faire. C'est plutôt institutionnellement que c'est dur à établir. Pourquoi ? Parce que demain, comment vais-je amener mes manettes de billets au Caïman avec l'euro numérique? Quand je suis un fier député français représentant les intérêts fondamentaux de la nation. Comment je fais mes manettes de billets? Ça marche pas. Et pareil pour toute la corruption qui gangrène l'Europe. Et devrais-je dire le monde. Mais l'Europe, on ne le sait pas, est un foyer de corruption majeure.
Et la France, le corps social français est corrompu à plus de 50%. Dans cette salle, vous avez 50% de corruption malgré vous. C'est pas votre faute, hein. C'est comme les malgré nous, hein. Alsace-Lorraine, c'est pareil, hein. C'est malgré vous, vous êtes corrompus. Pourquoi? Parce que tout a été pensé et organisé par le politique pour qu'à la fin, vous dépendiez d'eux. Qui va financer mon rond-point? Qui va financer mon parvis? Qui va donner un emploi à mon petit cousin qui est incapable de faire des choses de ses 10 doigts, mais parce qu'il a collé des affiches pendant 3 semaines, il aura un emploi à la mairie en tant que maître photocopieur. Vous voyez? La corruption gangrène tout ce pays et tout ce continent. Mais la corruption, c'est quoi? C'est la corruption des valeurs, et c'est la corruption qui passe par la clé de contrôle principale qui est l'argent. Donc, l'amour. Donc si on fait de l'argent un souverain bien, on restera piégé par cette corruption. C'est évident. J'ai répondu partiellement à votre question. La coagulation peut passer par les CSP, elle peut passer par la Ligue du Midi, elle peut passer par tous ces offices qui font des bons offices et qui œuvrent tous pour une forme de convergence. On est en fait tous dispersés, mais on peut commencer à converger vers un objectif commun, mais autant faut-il avoir défini quel est l'objectif commun. Quelle France voulons-nous? La France révolutionnaire de Sieyès et Robespierre, vous voulez celle-là? Ou est la France de l'Ancien Régime? Ou de l'ordre ancien plutôt? Ou alors, voulez-vous une autre France qui prendra le meilleur de ce qu'a été l'ordre ancien, le meilleur, vous le trouvez, de ce qu'aurait été la République, et fonder quelque chose de nouveau? On peut le faire. On a la capacité de le faire en France. Alexandre, une question par ici. Il faut le penser aussi. Hein. Voilà, une question. Allez, Alexandre. Oui, oui. Pour moi, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Pour moi, c'est pas vraiment une question. Bonne nuit. Tout à fait d'accord. Il est 16h. Tout à fait d'accord avec ce que le capitaine Julien Brunet a dit. Je voudrais simplement, avec le recul du temps, l'expérience politique, l'expérience professionnelle, et vu ma position dans l'âge où je suis pratiquement plus en fin de vie, je pense à des enfants, des petits-enfants qui vont souffrir. Et je voudrais dire à l'Assemblée que la situation qui va se présenter va être dramatique. Il fallait éviter à tout prix, mais je souhaitais à une époque une prise en main, par ce qu'on appelle donc un coup d'État, militaire si possible, qui aurait réglé le problème. Je le vois de moins en moins possible, donc armez-vous, défendez-vous, apprenez à vous défendre, parce que nous aurons en face de nous des gens qui savent manipuler et qui nous attaqueront sans problème avec des armements qui ne sont pas les nôtres. Alors ce que monsieur pose comme sujet qui est fondamental, et merci de l'avoir posé, merci. Ce que pose monsieur comme sujet, Roger, non, Gérard, hein. Oui. Ce que dit Gérard et qui est fondamental, il parle de la guerre civile, et il a raison d'en parler, mais la guerre civile n'est pas une fatalité, c'est un plan. C'est un plan délibéré, c'est une stratégie qui consiste à dire on veut provoquer l'arrivée du Machia sur Terre. On veut provoquer l'arrivée du Machia sur Terre et on sait qu'il arrivera, c'est très orgueilleux, on sait qu'il arrivera si la Terre est renversée. D'horreur, de terreur, de guerre. Donc certains vont dans ce sens-là. De façon très orgueilleuse, ils veulent que leur papa, Dieu, revienne et leur mette un coup de bâton sur la tête. Okay? Donc ils vont tout faire pour provoquer guerre sur guerre. Et ça a toujours été mon leitmotiv depuis quasiment, ça va faire donc 3 ans qu'a démarré la guerre en Ukraine. S'ils ne parviennent pas, écoutez bien, s'ils ne parviennent pas à déclencher la guerre mondiale dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent, ils ont placé tous les germes, notamment dans les sociétés européennes, des germes de division,
2 voire 3 civilisations sur le même sol pour permettre le déclenchement d'une guerre civile. Et l'un comme l'autre, ils en ont besoin dans leur plan. Parce qu'ils s'en laveront les mains, comme Pilate, ils disparaîtront en coulisses, nous on sera en train de se taper dessus, alors les cathos d'un côté, les néo-païens de l'autre, les arabo-musulmans, on va tous se taper sur la gueule, d'accord? Et à la fin, quand on sera tous épuisés, en deuil, qu'on n'aura plus rien, il y a des gentils acteurs qui vont sortir des coulisses. Et c'est eux qui ont provoqué la guerre. Ce que je voulais le préciser tout à l'heure dans mon intervention, c'est qu'à l'heure actuelle, le pouvoir n'est pas entre les mains de Macron exclusivement. Les francs-maçons sont derrière et ont une puissance, je dirais pas mondiale, mais tout l'Occident est entre leurs mains. Et cher Gérard, je vous apostrophais tout à l'heure quand vous parliez des francs-maçons, je vous disais, mais qui est derrière les francs-maçons? Allez. Qui? Attendez, on n'entend plus rien. Attendez, reprenez le micro, mais ne monopolisez pas trop la parole puisque d'autres voudraient poser une question. Non, je voulais simplement dire donc que dans le gouvernement, ils sont à peu près tous en loge. Dans les assemblées nationales, ils sont à peu près tous en loge. Donc, on ne peut plus compter sur eux. Il faut virer ces gens-là, tous, sans exception. Combien sont-ils? Combien sont-ils? Non mais je réponds aux militaires. Combien sont-ils? J'ai fini. Combien sont-ils? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Il y a à peu près, Alexandre. il y a à peu près 40 000 élus en France. Il y en a 250 000. 32, ils sont 50 000. Allez. Bon, C'est ce qu'on appelle. une dernière question. Moi, je réponds, monsieur. Pardon. C'est ce qu'on appelle les têtes de réseau. On appelle les têtes de réseau. Et les francs-maçons dont vous parlez monopolisent la plupart des têtes de réseau parce qu'ils sont eux-mêmes les chevaux de Troie et les serviteurs d'autres qui sont encore en coulisses. D'accord? Ils sont 250 000 environ à tout maîtriser dans ce pays, à communiquer en temps réel à l'état-major, comme d'ailleurs en 89 quand ça a démarré. Quand ça a démarré en 89, il y avait un état-major derrière la Révolution qui s'appelle la franc-maçonnerie. Donc, c'est une armée de l'ombre. Quand Maître Collard tout à l'heure parlait du silence et de l'armée de l'ombre, c'est une armée de l'ombre qui a d'ailleurs joué de perfidie et d'une très grande délicatesse, d'une très grande progressivité dans son infiltration et sa subversion, pour ensuite prendre le contrôle de ce pays, le subvertir, c'est-à-dire le retourner sur lui-même, contre lui-même, pour ensuite quoi? Le déraciner, le dévitaliser, le saboter et le détruire. C'est tout. Donc on doit remettre les choses à l'endroit. C'est tout. C'est pas... C'est pas une question de nombre, parce que comme disait l'autre, le Vatican combien de divisions déjà. Et tout aparté, si j'avais envie, par quelques étonnements de ma part, rechercher Dieu, je pense pas que j'irais déjà vers les francs-maçons. Et non, aussi, vous pouvez m'envoyer votre petit glavio avec le micro, ça ne me dérange pas. Je suis un militaire, je m'en fous. Je cherchais Dieu, je ne l'ai pas trouvé, et je ne vais pas vous faire l'histoire de ma famille. Et si c'est à ce moment-là, c'est pour bouger, il ne faut pas rester dans l'ombre. Là, il va falloir rappeler Maître Collard pour lui expliquer qu'il va pas falloir rester dans l'ombre, autrement on ne sortira jamais. Alors, posez-moi des questions, et j'y réponds. Ou alors, interpellez-moi, mais clairement, pour savoir ce que vous me reprochez. Personnellement, je vous reprocherais. Ah, c'est gentil. Personnellement. À part, bon, c'était pour le CSP, je vous avais parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de suivi. Il n'y a jamais eu de suivi. Le problème, il est là. Bon. Et c'est tout. Ok. Bon. Votre question, c'est... Il n'y a pas de question. Si je me permets de donner mon opinion, je ne peux pas. Enfin, moi, je ne peux pas. Ah si, moi vous êtes libre, hein, voilà. Ça ne me pose aucun problème. Ok,
électorale. Excusez-moi. Oui. Moi, ce que je voulais vous suggérer, c'est que tous les francs-maçons ne sont pas... tous les francs-maçons ne sont pas à mettre dans le même sac. Personnellement, je n'ai jamais été là-dedans. Attendez, je n'ai pas fini. Merci beaucoup. Et ne croyez-vous pas plutôt qu'il s'agirait de forces du mal, au sens pur, certes qui ont infiltré les 3 points, mais peut-être plein d'autres institutions. Voilà, merci. Les forces du mal ont créé les 3 points. Les forces du mal ont créé les 3 points. L'Église a créé son propre individualisme. Non, non. La franc-maçonnerie est une création contemporaine de 1717, constitution Anderson, pardon. C'est des constitutions qui existent et qui ont été fondées dès le démarrage par des personnes en coulisses qui étaient d'une autre confession, ni franc-maçonne ni catholique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on se parle en vérité, parlons en vérité. Ok? Voilà.